Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence consacrée au Brexit et à ses conséquences sur les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un an après l'officialisation du Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont donc conclu le 24 décembre 2020 un accord de commerce et de coopération, accord qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Alors, quelles sont les conséquences de cet accord sur les échanges commerciaux franco-britanniques ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie de Bodisco du Department for International Trade à l'ambassade de Grande-Bretagne. Bonjour Sophie. Bonjour Florent. Au travers de sa présentation, Sophie va décrypter pour nous les principaux points de cet accord commercial, ses manquements, ses opportunités et ce à quoi il faut être vigilant pour poursuivre les échanges entre le Royaume-Uni et le continent. Sophie va prendre la main pour une présentation d'une vingtaine de minutes. Posez-lui vos questions sur le chat et nous tenterons d'y répondre dans la dernière partie de cette conférence. On démarre. Sophie, vous avez la présentation ? Oui, ça y est. Merci Florent. C'est à vous. Ok. Bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter rapidement. Sophie de Bodisco. Je travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. En fait, pour vous dire la vérité, moi, je suis le chef du pôle agroalimentaire à l'ambassade de Grande-Bretagne. Mais je connais l'équipe de Florent, étant donné qu'avant, j'ai couvert toutes les industries de la création et je m'occupais, en effet, également aussi tout ce qui était publicité, tout ce qui était communication visuelle, design, printing, enfin voilà. Enfin, le thème d'aujourd'hui, c'est le Brexit, donc je vais le couvrir plutôt globalement. Et puis, j'ai dans la présentation qui sera partagée avec vous, il y a pas mal de liens qui vous permettront d'aller faire des recherches aussi de votre côté si vous avez des points plus précis. Merci Florent. Next slide. Bon, en quelques points, je vais juste vous présenter ce que c'est que le DIT. Donc, le DIT, c'est donc le service gouvernemental britannique qui aide aussi bien les sociétés britanniques à exporter sur la France, mais aussi qui soutient les entreprises françaises qui souhaitent investir, créer des jobs, créer des partenariats, faire des acquisitions en Grande-Bretagne. Donc, moi, je suis basée à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, mais on a un bureau commercial également à Lyon et à Bordeaux. Nous venons de signer également un partenariat avec la Chambre de commerce franco-britannique pour aider les sociétés françaises et britanniques à travailler ensemble. Merci Florent. Alors le résumé, c'est assez rapide. Vous savez qu'un accord de commerce et de coopération qui s'appelle l'accord ou l'agreement de principe a été signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020 en langue anglaise. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez trouver une version française de l'accord sur le site de la Commission européenne. Parce que, comme vous savez, cet accord fait plus de 1250 pages et que en anglais, c'est pas toujours évident. Alors, vous allez m'excuser parce que j'ai un chien, comme vous pouvez l'entendre, qui a été très sage jusqu'à maintenant et qui vient juste décider de... Donnez-moi juste un instant. Poppy, viens ici. Viens. Excusez-moi. Cet accord, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Ici. Alors cet accord, excusez-moi à nouveau, cet accord de plus de 1250 pages donc a été mis en œuvre provisoirement depuis le 1er janvier, mais il est mis en œuvre provisoirement jusqu'au 28 février. C'est pour éviter en fait une cacophonie nuisible pour les entreprises. Mais l'accord doit encore recevoir le feu vert du Parlement européen. Alors, en premier lieu, cet accord reconnaît la souveraineté britannique en matière législative et réglementaire, mais prévoit des règles facilitant le commerce entre le marché unique européen et le Royaume-Uni. Cet accord également permettra un commerce de marchandises entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sans tarifs douaniers ou quotas, sous réserve d'un alignement en matière de concurrence et de régulation, ou ce qu'on appelle en anglais le level playing field, et surtout de respect des règles d'origine. Ça, c'est un point très important, les règles d'origine, et l'absence de barrières techniques. Des dispositions spécifiques feront l'objet de négociations ultérieures, dont notamment le flux de données personnelles, on va en parler, le GDPR en anglais, également les services financiers ou la reconnaissance de diplômes. Mais j'y reviendrai plus tard. Je suis désolée, vraiment,
ça m'est jamais arrivé. Effectivement, il faut que ça tombe aujourd'hui. Excusez-moi. Des dispositions spécifiques feront également l'objet de négociations ultérieures, dont notamment le flux des données, donc GDPR, comme je vous ai dit tout à l'heure, les services financiers ou la reconnaissance de diplômes. Et comme je vous ai dit, je vais en revenir sur une autre slide. Je vous mets qu'effectivement, il faut également certains visas, mais il faut aussi savoir qu'il y a d'amples possibilités de voyage sans visa, dans la limite de 6 mois pour les mouvements entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne et de 90 jours pour les mouvements entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Next slide, please. Merci. Alors, quelles sont les conséquences de la sortie du Royaume-Uni et de l'Union européenne? Alors, le Royaume-Uni est sorti de toutes les politiques de l'Union européenne et tous les accords internationaux conclus par l'EU. Ça, c'est très important. Il faut savoir que aussi en matière d'éducation, de recherche et d'échanges universitaires, le Royaume-Uni continuera à participer dans 5 programmes européens, moyennant une contribution financière. Donc, Horizon Europe, qui est le programme européen sur 7 ans en recherche et développement dans les sciences. Euratom, recherche et formation en matière nucléaire. ITER, c'est la plus grande machine de fusion pour maîtriser l'énergie du soleil et des étoiles. Et Copernicus, et tout ce qui est satellite de surveillance et de tracking. C'est un programme qui est très important aussi, c'est Erasmus, c'est tout ce qui est éducation, mobilité des étudiants universitaires, et ça, à la demande du Royaume-Uni, n'en fera plus partie. Next slide, please. Merci. Pour les 4 grands piliers de coopération, donc le plus important, c'est un accord de libre-échange sans précédent. C'est vrai que c'est un accord assez différent des autres accords FTA qui ont pu être signés avec d'autres pays. Une coopération ambitieuse sur les questions économiques, comme on le met là, sociales, environnementales, sur la question de la pêche, ce qui est une question à part, avec un deal à part. C'est un secteur qui est très politique, donc ça a été vraiment vu d'une autre façon. Un travail en partenariat étroit pour la sécurité des citoyens, on en parlera, pour tout ce qui est base de données des citoyens. Il faut noter que de toute façon, la situation pourrait évoluer dans certaines limites, c'est-à-dire qu'en cas d'infraction ou de divergence trop importante entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, des sanctions pourraient être prises actuellement, qui pourraient mettre fin aux avantages prévus par cet accord. Il existe également des dispositions spécifiques traitant du commerce avec l'Irlande du Nord. Il y aura également une coopération étroite en matière judiciaire et pénale, également contre la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et dans la prochaine diapo, vous trouverez un tableau récapitulatif de cet accord. Next slide. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur ce tableau, je vais le mettre en plus grand là, voilà. Ça vous donne effectivement donc ce que je vous ai expliqué dans la slide d'avant, un commerce vraiment libre, équitable et durable, donc en matière réglementaire et douanière, tout ce qui est services et investissements, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence loyale, les connectivités, donc là c'est ce qu'on parle de tout ce qui est commerce ou économie, les programmes de l'Union, la sécurité sociale aussi pour tous les Britanniques qui résident en France et également pour les Français qui résident en Grande-Bretagne, l'énergie dont je vous ai parlé, ITER, et puis la sécurité des citoyens, donc tout ce qui est données à caractère personnel. Voilà, c'est un tableau récapitulatif qui vous donne une idée donc du nouvel accord de commerce. Next slide, please. Sophie, si vous voulez prendre 5 minutes pour l'attacher, pour dépêcher votre chair, on ne vous en voudra pas. Très bien, merci.
Merci Florent. Merci. Alors, ce que j'appelle les domaines non couverts par l'accord, j'appelle ça aussi les trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de domaines qui n'ont pas été couverts dans cet accord, entre autres les services financiers. Alors, en matière de services, les principes de liberté d'établissement, de liberté de circulation des prestataires, la libre circulation des données, la reconnaissance mutuelle de qualification, qui prévalaient jusqu'à présent, sont terminés. Donc désormais, les services sont soumis aux conditions plus restrictives de l'accord, qui est modelé sur l'accord GATS, le General Agreement on Trade and Services. Donc pour les services financiers, les entreprises britanniques de services financiers ont perdu leur passeport européen. Alors qu'est-ce que c'est que le passeport européen? C'est un mécanisme de passeport pour toutes les banques et les sociétés de services financiers qui leur permettait en fait de commercer librement dans n'importe quel État de l'Union européenne, d'y ouvrir des filiales moyennant un minimum d'autorisation supplémentaire. Donc ce passeport européen, c'était un élément fondateur du marché unique européen pour les services financiers. Ce qui veut dire qu'il y a certaines banques qui ont un siège européen à Londres et qui se voient contraintes maintenant de délocaliser des milliers de salariés dans des bureaux en Union européenne, comme on en a vu le cas de temps en temps, de personnes qui quittaient la City pour venir installer leur bureau en France, ou bien en Allemagne, ou bien en Hollande. Pour les capitaux, l'accord prévoit la liberté de mouvement des capitaux en matière de commerce et d'investissement, mais sous réserve de certaines exceptions. Alors toutefois, le Royaume-Uni a décidé de rester dans le CEPA, ce qui leur donne la possibilité de virer facilement de l'argent sur un compte au Royaume-Uni depuis l'Union européenne. Pour tout ce qui est protection des données personnelles, il y a un mécanisme de transition qui est en place en ce moment pour une durée maximum de 6 mois, en attente d'une décision d'adéquation de la part de l'Union européenne. L'accord prévoit aussi un principe de non-discrimination de certaines mesures de facilitation, c'est-à-dire que, mis à part certaines activités préparatoires à l'investissement, l'établissement ou le commerce, un visa sera désormais nécessaire pour accomplir la plupart des prestations de services impliquant des mouvements de personnes. Donc là, c'est limité à certaines catégories de personnes, de personnel salarié ou de professionnels hautement qualifiés pour des périodes limitées dans le temps. Et l'accord prévoit également la négociation à venir d'accords par profession pour la reconnaissance mutuelle des diplômes professionnels, tels que les médecins, les infirmières, les architectes. Next slide, please. Alors, les procédures douanières. Alors, elles peuvent être effectivement un peu contraignantes et complexes, mais je pense qu'avec une bonne préparation, et si des sociétés ont déjà travaillé avec des pays tiers, ça ne devrait pas poser plus de problèmes. Il y a des nouvelles procédures douanières et réglementaires auxquelles, en fait, les entreprises doivent s'adapter. Vous avez là, et ça je le recommande souvent, en fait, vous avez vraiment la possibilité de faire appel à un commissionnaire en douane agréé et qui peut vous aider à remplir toutes les formalités douanières. Ça, c'est très important. Vu la complexité où, pour l'instant, les choses vont être un peu plus simplifiées puisque tout va passer online. Pour l'instant, il y a du online et il y a du papier. Donc, c'est bien de se faire aider. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal de prestataires en ce moment qui sont débordés et c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui va vous prendre tout de suite pour vous occuper de vos formalités douanières. Mais vous pouvez les trouver. Et si vous avez besoin d'aide de ce côté-là, je pourrais vous envoyer un lien qui vous donnera une idée de prestataires de services qui peuvent faire ça avec vous. Je pense qu'il faut aussi avoir connaissance de des réglementations relatives à l'origine. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle Rules of Origin, c'est très très important. Donc l'espèce, la valeur en douane, et puis donc l'origine préférentielle qui vous donne un avantage tarifaire ou non. Et si c'est non préférentiel, donc de droit commun. Donc il faut vraiment savoir aussi la valeur et l'origine du produit. Tout ce qui est estampillé CE.
sera accepté en fait au Royaume-Uni jusqu'au 1er janvier 2022 pour certains produits. À partir de ce moment-là, il faudra que vous estampilliez vos produits avec le UKCA, donc à partir du 1er janvier 22, mais en fait, on recommande de l'utiliser au plus tôt. Voilà. Next slide, please. En fait, excuse-moi Florent, juste j'avais mentionné quelque chose sur les palettes en bois. C'est vrai que tout ce qui est emballage aussi, c'est quelque chose effectivement à revoir. L'utilisation des palettes en bois, si vous faites un shipment avec des produits sur des palettes en bois, il faut ne pas oublier que maintenant toutes les palettes doivent être chauffées, donc traitées, pour éviter qu'il y ait donc des parasites qui puissent rentrer sur soit sur l'Union européenne, soit sur la Grande-Bretagne. C'est un coût donc supplémentaire. Donc tous ces liens sont hyperlinks, ça vous permettra d'avoir accès soit au site français, soit au site du gouvernement britannique, avec la plupart des pages qui sont traduites en français. J'espère que ça vous aidera. Next slide, please. Alors ça, on parle des rules of origin. Ça, c'est vraiment un point très important. C'est vrai que c'est un point super important pour tout ce qui est agroalimentaire, évidemment, mais c'est un point important de toute façon pour beaucoup de sous-catégories de produits. C'est-à-dire que il y a bien une absence de tarifs ou de quotas ou d'autres barrières pour des marchandises, mais elles sont soumises désormais à des formalités douanières aux frontières, de toute façon, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, en règle générale, pour bénéficier des dispositions favorables de l'accord, les marchandises doivent avoir été obtenues, c'est-à-dire ce que j'ai écrit dans le pays concerné. Donc c'est quelque chose qui a été fabriqué ou qui a poussé au Royaume-Uni et qui vient du Royaume-Uni et qui peut être exporté comme tel vers l'Union européenne et vice-versa. Originaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a le maximum de composants qui viennent du pays d'origine, et le minimum, donc ça dépendra aussi du code qu'il y a dans les tarifs, le minimum viendra d'autres pays tiers. Donc il faut regarder chaque code pour chaque produit. Ça peut être des pièces détachées pour un véhicule, ça peut être pour une machine avec des pièces détachées qui proviennent de France, mais il y en a d'autres qui viendront peut-être de Chine, tout ça. Donc il faut vraiment regarder un peu le pourcentage de pièces d'origine pour avoir un tarif préférentiel. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est transformation. Un exemple tout bête, on va prendre l'exemple de ce qui se passe, même si c'est pas votre secteur, mais le domaine des Percy Pigs, qui sont des bonbons que Marks & Spencer vendent en France. Marks & Spencer ne peut pas en ce moment les exporter sur l'Europe parce que ces bonbons sont fabriqués en Allemagne, exportés vers la Grande-Bretagne, et il n'y a pas de valeur ajoutée en Grande-Bretagne sur ce produit. En fait, il est labellé Marks & Spencer et réexporté vers l'Europe. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée faite en Grande-Bretagne. Donc, elle ne peut pas bénéficier d'un tarif préférentiel. Donc, ça s'appelle des opérations de production suffisantes. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est juste mis en sachet, si c'est juste, je sais pas, si en agroalimentaire, s'ils sont des épices et qu'elles sont juste mises en sachet, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, ça sera vraiment que la Grande-Bretagne utilise des machines qui ont été créées pour faire cette valeur ajoutée sur ce produit. Donc, il faut pouvoir prouver tout ça pour pouvoir avoir accès aussi aux tarifs préférentiels. L'absence des tarifs ou des quotas aussi est acceptée par l'Union européenne et le Royaume-Uni en contrepartie donc de dispositions pour éviter les distorsions de la concurrence. Donc, on revient au level playing field. Et cet aspect comporte des dispositions concernant le droit de concurrence, une coopération entre les autorités de concurrence et de l'Union européenne et du Royaume-Uni étant prévue. Il y a également des subventions étatiques aux entreprises ou aux secteurs d'activité, la fiscalité, la protection en matière du droit du travail, du droit fiscal et l'environnement et le climat. Next slide, please.
Alors ça, c'est un agenda douanier que je vous ai proposé parce qu'effectivement, il va y avoir des différences entre maintenant, le mois d'avril et le mois de juillet. Bon, il faut savoir que le mois d'avril, c'est surtout pour tout ce qui est agroalimentaire, mais je pense que ce qui pourrait vous intéresser, c'est donc le mois de juillet, ce qui se passe, hein, les déclarations sommaires d'entrée non exigées jusqu'au mois de juillet, et à partir du mois de juillet, toutes les déclarations doivent être faites au point d'importation. Donc, ça vous laisse encore un peu de temps pour vous préparer, connaître toutes les formalités, connaître les codes de vos produits sur la nomenclature et pouvoir savoir donc quels sont les papiers dont vous aurez besoin donc à fournir. Et puis, ce qui est important à savoir, ce qui est marqué là, c'est la mise en place du système informatique GVMS hein, qui permettra la fluidité du trafic. Il faut noter qu'il y aura plus de contrôle aux frontières. Next slide, please. Alors, je vous ai parlé des achats en ligne hein, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Les achats en ligne maintenant sont soumis à des formalités douanières d'importation applicables aux colis postaux. Alors, comme vous pouvez voir, si la valeur est inférieure à 150 €, il y a une TVA. Et la TVA, de toute façon, ça marche dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne. Donc, tout ce qui est valeur inférieure à 135 livres qui sont vendus sur un site de e-commerce à des clients en Grande-Bretagne, hein, donc ça inclut l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles, hein, sont soumis à la TVA britannique au point de vente. Et les sites de e-commerce seront également assujettis à la TVA sur les biens de toute valeur qui sont situés au Royaume-Uni au point de vente mais vendus par une entreprise étrangère. Donc on a vu quand même la fermeture de certaines plateformes récemment qui payer la TVA, c'était trop coûteux pour leur entreprise. Il y a une boîte qui s'appelle Asos qui fait des vêtements et le panier moyen était dans les 80 pounds et ils pouvaient pas se permettre de payer une TVA en plus là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose aussi à regarder si vous faites du commerce en ligne et que vous avez des ventes inférieures en B2C, par exemple, à 150 €. Donc, je vous ai mis aussi pas mal d'informations sur les deux liens qui sont là et ça vous permettra de comprendre comment agir et puis surtout peut-être revoir comment est votre approche en B2C si vous faites du B2C. Next slide, please. Je vous ai fait une petite checklist hein, parce qu'il y a pas mal de choses dont il faut se souvenir. Hein. C'est pour vous aider à vous préparer à continuer ou à commercer avec la Grande-Bretagne. Donc le numéro EORI. Il faut savoir, par exemple, que pour obtenir un numéro EORI en France, ça prend à peu près une demi-journée. Et pour avoir votre numéro EORI en Grande-Bretagne, il faut compter 5 jours ouvrés. Décidez qui va compléter vos déclarations douanières. Bon, ça, on en a parlé. C'est très important de voir si vous pouvez travailler avec un prestataire de service qui va vous permettre d'alléger toute cette documentation. Vérifier les droits de douane et les taxes. Ça, c'est effectivement aller dans l'accord hein, et aller voir quelles sont les nomenclatures de vos produits et les sous-nomenclatures des sous-produits parce que ça aussi ça dépend des chapitres, ça dépend. Bon, c'est un peu compliqué, c'est pas difficile, c'est juste compliqué parce que on est obligé de vérifier différents endroits, donc ça prend un peu de temps, mais c'est très important que vous connaissiez les codes de vos produits, comme ça vous allez savoir si vous êtes soumis à un tarif préférentiel ou pas. Voilà, ce qui va donc effectivement sur le numéro 4, vérifier que vos biens ne sont pas soumis à des règlements spéciaux. Ça, ce qui est très important aussi, c'est de mettre au point la logistique. La logistique, en ce moment, on voit pas mal de camions qui reviennent à vide. Il faut savoir que certains camions ont quand même commencé, enfin de sociétés de logistique, ont augmenté leurs tarifs parce que certains revenaient vides. Donc, trouver vraiment un transporteur qui vous va. Faire carrément peut-être du groupement de fret. Donc, c'est une façon aussi de revoir votre logistique.
Sécuriser les procédures de dédouanement à l'export. Ça, votre prestataire, si vous travaillez avec un prestataire, il va pouvoir vous aider à faire ça. Et donc, planifier à l'avance les procédures de dédouanement pour les importations, en sachant que de toute façon, si vous avez vos 2 numéros EORI, ce sera plus rapide. Et ensuite, savoir qu'à partir du mois de juillet, de toute façon, tout doit être fait en avance et vous pourrez le faire en ligne. Donc, ça devrait vous faciliter, en fait, votre approche. Next slide, please. Alors, là, je vous ai mis certains liens et contacts. J'ai mis en français, justement, à côté. Donc, travailler avec le Royaume-Uni, taxes et droits de douane, donc les Rules of Origin pour les biens, le numéro EORI. Donc, je vous disais, si vous avez une filiale au Royaume-Uni, vous aurez aussi besoin d'un numéro EORI GB. Votre numéro français, ce sera FR EORI et donc EORI GB pour la Grande-Bretagne. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le site des douanes françaises. C'est très bien fait. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil. C'est très bien fait. C'est assez clair et concis. C'est très intéressant. Et puis, je vous ai donné quand même une adresse email si vous avez des questions précises à poser sur tout ce qui est douane en France. Donc, vous pouvez contacter Brexit@douane.finance.gov.france. Et là, il y a un guide Brexit pour les voyageurs. Alors ça, c'est important parce qu'en tant que voyageur professionnel ou bien même en vacances, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Bon, en ce moment, de toute façon, la question se pose pas. Sauf si vous êtes professionnel, effectivement, il y a peut-être certaines exemptions pour que vous puissiez vous déplacer en Grande-Bretagne. Mais vous aurez beaucoup d'informations sur ce guide. Et puis, je vous ai donné notre email à l'ambassade, qui est commercialenquiries@fcdo.gov.uk. Alors, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Si vous avez une question spécifique sur un secteur spécifique, un problème de TVA, un problème de Rules of Origin, des problèmes de communication avec la Grande-Bretagne, que ça soit en commerce et en investissement. Mon rôle n'est pas vraiment d'aider les Français à exporter vers la Grande-Bretagne. Ce sera mon homologue à Business France à Londres qui s'occupe de ça, mais on travaille main dans la main de toute façon ensemble. Donc, si vous avez besoin de contact, moi, je serais contente de vous mettre en contact avec mon homologue à l'ambassade de France à Londres. Donc, n'hésitez pas. Nous organisons aussi beaucoup de webinaires, de tables rondes sur tous les développements liés à l'agreement. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos coordonnées et on se fera un plaisir de vous ajouter sur notre liste de bénéficiaires de tout ce qu'on organise sur le thème du Brexit. Et vous pourrez donc nous rejoindre. C'est des sessions gratuites, bien sûr, qui sont faites soit par notre bureau à Paris, soit en anglais avec, à ce moment-là, des experts de douane britanniques ou bien d'autres ministères, soit le ministère du Transport, soit voilà. Mais si ça vous intéresse, moi, je peux vous inscrire sur les listes et on vous enverra toutes ces invitations. Donc voilà, en gros, c'était pour vous donner une idée de ce qui se passait. Je voudrais m'excuser à nouveau pour ma fille Poppy, qui, je vous dis, ça fait depuis le 1er mars que je travaille à la maison. Elle n'a jamais aboyé comme ça. Donc, je vous en prie, excusez-moi, c'est vraiment désolant. Donc, voilà. Sophie, merci pour cette présentation malgré Poppy. Mais je crois que c'était quand même assez complet. On va rappeler d'ailleurs à tout le monde qu'on vous partagera en effet la présentation de Sophie pour que vous puissiez profiter de tous les liens qui sont là. Je pense une mine d'informations utiles pour continuer à commercer en effet avec le Royaume-Uni. Quand vous parliez de services, Sophie, là, qui peuvent aider les entreprises françaises, à qui on fait référence, hormis du coup les services douaniers, on a bien compris que là c'était une mine d'informations, vers qui les entrepreneurs aujourd'hui aussi peuvent se tourner pour aller chercher des informations pratiques sur les modalités, les opérations à mettre en œuvre, la Chambre de commerce franco-britannique, vers qui il faut se tourner? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller à la Chambre de commerce franco-britannique, bien sûr, mais en fait, sur les liens que je vous ai donnés, juste le www.gov.uk,
si vous cliquez sur Brexit ou que vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez le mot en anglais qui vous intéresse, vous allez avoir beaucoup d'informations. Et en fait, la plupart des ministères britanniques se sont reliés au gouvernement, au site du gouvernement britannique. Donc, si vous avez une question agriculture, ça va vous ramener au ministère de l'Agriculture. Si vous avez une question de transport, ça vous amènera au transport. Donc voilà. Donc vous pouvez aller sur le gov.gov.uk. Vous avez mais une mine d'informations et certains sujets précis ont été traduits en français. Donc ce que j'ai essayé de faire dans la présentation, c'est tout ce que j'ai pu trouver en français qui pouvait vous aider. Je les ai mis dans ces liens hyperlinked, mais à partir du moment où vous cliquerez sur un de ces liens, ça vous permettra de naviguer après dans d'autres pages et vous verrez, c'est quand même assez bien fait. Mais c'est beaucoup d'informations. Et on se le disait en aparté avant la conférence. Est-ce que les flux commerciaux là depuis le début de l'année entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, enfin en tout cas la France, ont baissé un petit peu? On sait que l'accord a été signé le 24 décembre, il est entré en vigueur le 1er janvier. Il y a eu très peu de temps pour se préparer de la part des entreprises. Est-ce que ça a des conséquences directes sur les échanges aujourd'hui entre le continent et le Royaume-Uni? Alors, je ne sais pas si ça a vraiment des conséquences directes, mais de toute façon, au début de l'année, c'est pas une période en général où il y a beaucoup de trafic. Juste début janvier, il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc, en fait, dans un sens, c'était un mal pour un bien parce que tout le monde avait pensé qu'il allait y avoir des embouteillages sur des dizaines de kilomètres et finalement, ça s'est pas passé parce que le trafic, de toute façon, à cette période de l'année, est toujours ralenti. C'est juste avant Noël que là, c'est pour ça qu'il y a eu un flux énorme juste avant Noël. Effectivement, actuellement, le flux est un peu ralenti pour différentes raisons. C'est que je crois qu'il y a des gens des deux côtés du channel qui sont peut-être pas assez préparés. Donc, ils ont peut-être fait un essai. Moi, c'est ce que je conseille, c'est de faire un essai d'envoi avec un petit peu de marchandises et de voir voilà ce qui manque et de pas se retrouver avec 5 containers bloqués à la douane d'un côté ou de l'autre. Je parle pas de l'Europe ou de la Grande-Bretagne en particulier, mais de faire un essai justement, de se préparer avec tous ces documents et de se préparer avec un petit lot de marchandises et de voir ce qui manque. Et à ce moment-là, je pense que ça va permettre aux gens de pouvoir ensuite agrémenter le flux de marchandises. Alors oui, effectivement, il y a un peu moins de flux en ce moment, mais c'est parce que les gens soit se ne sont pas préparés et n'osent pas envoyer de la marchandise actuellement, soit, comme on voyait avant, les camions revenaient d'un côté ou de l'autre pleins. Ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est que souvent les camions repartent à vide. Parce qu'il y a un côté ou de l'autre de la Manche qui est pas préparé. Donc le camion retourne à vide. Et malheureusement, du coup, souvent le prix de ce transport va être augmenté parce que ça coûte trop cher en fait de rouler à vide. Donc il faut se préparer que de toute façon, il y a des coûts additionnés maintenant et vous avez dû le lire tous un peu aussi dans la presse ou en discutant entre vous si vous commercez avec la Grande-Bretagne, que la plupart des transporteurs ont relevé leurs coûts de transport. Ok, écoutez, merci Sophie pour toutes ces informations. Si on doit d'ailleurs retenir, ou faire retenir une date, je crois que c'est juillet, c'est ça la date importante pour être absolument prêt sur ces formalités pour le commerce franco-britannique. C'est ça, c'est le mois de juillet, donc s'y préparer maintenant, en sachant qu'il y a encore quand même pas mal de choses qui vont être négociées et qu'il faut quand même attendre encore que le Parlement européen reçoit l'accord et le valide. Donc il y a encore pas mal de négociations qui se font. C'est évident que là, ça a été fait, comme vous le savez tous, on n'a pas eu beaucoup de jours pour se préparer, surtout pour les entreprises. Donc ça permet d'avoir encore 6 mois devant nous pour pouvoir être prêt, même en matière d'étiquetage des produits. Ça c'est important aussi parce que ça va changer. Et aussi si vous avez des normes, des certifications sur vos produits, être sûr que ça matche en fait le Royaume-Uni et pas uniquement l'Union européenne. Il y a tout ça à voir. Mais je pense qu'il faut de toute façon faire un travail en amont qui est de regarder l'accord,
et d'aller, bon, c'est énorme comme vous savez, mais d'aller juste dans les chapitres qui peuvent concerner votre activité et aller se renseigner des démarches à suivre. Mais je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà travaillé avec des pays tiers, donc ça devrait poser aucun problème parce que c'est la même chose. Mais de toute façon, on est là pour vous aider et vous avez également Business France qui est là pour vous aider et la Chambre de commerce franco-britannique si vous le souhaitez aussi. Donc de toute façon, vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous êtes accompagné et on est là vraiment pour ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Bien, merci Sophie, et merci à tous de votre écoute. On vous retrouve demain pour la suite du programme de CTC au Pulse. On démarre à 9 h avec un atelier sur le SEO, le référencement naturel, avec Benjamin Faure de l'agence de communication Trophéa. Merci à tous et à demain. Merci.